Bonjour à tous. Bienvenue à ce lunch immobilier du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Déjà le 67e. Donc, on est très heureux d'être avec vous cette semaine, de commencer la semaine avec vous. Donc, soyez les bienvenus à tous et à toutes. Et aujourd'hui, on va parler de prêteurs privés avec nul autre que M. Jacques Lépine, le fondateur du club. Mais avant d'aller à M. Lépine, notre acolyte habituel, Jean-Philippe, est-ce que tu es là? Salut Yvan, ça va bien? Alors, mieux en mieux, toi? Yes, toujours content d'avoir Jacques avec nous. J'ai bien hâte d'entendre toute sa sagesse aujourd'hui. Bien sûr, excellent. Donc, les gens, on vous invite à poser des questions à M. Lépine d'ordre de financement privé, idéalement. Si jamais on a le temps pour d'autres genres de questions, on les prendra, mais on va prioriser, dans le fond, les questions de prêt privé. Donc, avant de débuter, est-ce que M. Lépine, Jacques, tu es là? Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, et vous? Yes, en direct de Québec ou de Floride, là? Non, je suis de retour au Québec depuis 3 semaines. Mon confinement est terminé. Et même vacciné ce matin. Excellent, good. Donc, aujourd'hui, on va prendre des questions de prêt privé, comme tu as entendu, mais ça se peut qu'il y ait peut-être des questions d'ordre général à travers tout ça. OK, donc, on vous invite à poser vos questions le plus tôt possible, parce que si on attend à la fin, c'est possible qu'on manque de temps. Et on vous rappelle de partager le live pour courir la chance de gagner des prix qu'on va faire tirer à la fin du live vers 1h moins 5. Donc, on a reçu une première question sur la page « Pose ta question ». Mais avant, je ne pensais à ça. Peut-être, Jacques, te présenter, même si tout le monde te connaît, quand même. Oui, OK. Jacques Lépine, fondateur du club en 2001, investisseur immobilier depuis 1983. Alors, quelques années d'expérience derrière moi. Et dans le club, j'ai formé au-delà de 24 000 personnes qui ont assisté à mes séminaires. J'ai possédé au-delà de 1000 appartements dans ma vie. Et j'en possède encore, mais un petit peu moins, beaucoup moins même. Je suis pas à la retraite, je suis pas capable d'arrêter. J'aime trop ce que je fais. Alors, j'ai démarré en 2016 une entreprise de prêts privés qui s'appelle Société de crédit Immo Québec, dans laquelle on fait des prêts privés pour les gens qui font des flips et de l'optimisation d'immeubles, des prêts court terme. Et ça répond très bien à une demande parce que les institutions financières n'aiment pas ce genre de financement, surtout pour les flips ou lorsqu'on veut refinancer à court terme. Elles n'ont pas le temps de faire de l'argent, donc elles préfèrent ne pas faire de prêts que de faire de l'argent et de faire des prêts sans faire d'argent. Alors, c'est une entreprise qui va très bien. La demande est très forte, beaucoup plus forte que je l'avais anticipé. Et en termes simples, sans pousser la machine, tout l'argent qu'on a est prêté. Ça me prend des nouveaux investisseurs constamment avec nous. Et de bonnes nouvelles. C'est un heureux problème, comme on peut dire. OK, excellent. Eh bien, merci, Jacques. On va commencer par une première question qu'on a reçue sur la page « Pose ta question » du Club immobilier. Donc, on vous invite durant la semaine à aller poser vos questions en lien avec le prochain sujet. Et on va commencer avec ces questions-là pour partir le tout. Donc, Julie Malouin te pose la question, Jacques. Est-ce possible de prendre un taux variable avec un prêteur privé? Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui en fassent. Je sais qu'il y en a. Connaissant, j'en ai un, peut-être qu'il le fait. Mais nous, on est à taux fixe. Parce que c'est de courte durée. Hein. Tous mes emprunteurs, c'est moins d'1 an. Aussitôt que le flip est fait, ils nous remboursent. Aussitôt que l'optimisation est faite, qu'ils ont le refinancement, ils nous remboursent. Donc, c'est exceptionnel, les gens qui vont faire du taux variable. OK. Puis, avant qu'on pose la question, je vais y aller de mon propre cru. Ça ressemble à quoi les taux d'intérêt pour un prêteur privé? Ça va varier entre 12 et 18 mais en bout de ligne, là, il y en a certains. Nous autres, on s'affiche à 15 mais il n'y a aucun frais caché, il n'y a aucune surprise. Et c'est remboursable en tout temps sans pénalité. Alors que d'autres vont s'afficher à 12 ils vont vous exiger 6 mois minimum de prêt. Et si tu rembourses avant la période de 12 mois, ils vont te charger un 3 mois de pénalité. Donc, ça revient quasiment à du 18 Ah, c'est un bon point, ça, faire attention à ceux qui vont vous attirer des taux plus bas, mais il y a plein d'autres petits frais qui se rajoutent, des frais de fermeture, des pénalités, des durées minimum qui fait qu'en bout de piste, ça revient plus cher peut-être que un prêteur qui annonce un petit peu plus élevé comme ça. Oui, posez des questions. Gênez-vous pas poser des questions. Quels sont les frais cachés ou s'ils veulent pas avouer des frais cachés, c'est quoi les frais d'ouverture, les frais de fermeture?
tous vont charger des frais d'ouverture de dossier. Ça va être entre 2 et 3 Fait que nous, on est à 2 3 excusez, et 15 de taux d'intérêt, ou 1,25 par mois. Et est-ce que c'est cher? Ben, ça semble cher. Si tu éternalises le prêt, c'est extrêmement cher. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est des prêts de courte durée. Et on prend des risques différents aussi. Souvent, on embarque dans le capital action. Au lieu de faire un prêt, on embarque dans le capital action de l'entreprise. Donc, ça passe comme mise de fonds. Fait que ça, c'est un outil extraordinaire pour les investisseurs parce que vous savez que au prix où sont les immeubles actuellement, des mises de fonds, ça en prend peut-être un peu plus que ça en prenait avant. Et souvent, les banques refusent une hypothèque de deuxième rang ou une balance de prix de vente. Donc, nous, on a développé cette technique-là qui s'appelle mettre des actions sous écrou. Et on embarque dans le capital, on investit dans le capital d'action de la compagnie, on prend les actions votantes, participantes en garantie. Mais face aux créanciers hypothécaires, ça apparaît comme une mise de fonds. Donc, c'est un outil formidable. Donc, ça répond à une question de Marie Guillemette qu'on avait reçue, justement. Est-ce qu'on peut utiliser un prêteur privé comme mise de fonds? Donc, tu as très bien répondu d'avance à la question. Merci, Jacques. Une autre question du public sur la page pose sa question. Qu'est-ce qu'on peut mettre en garantie sur un prêt privé? La même chose qu'une banque va exiger. On va chercher les ratios finaux reviennent toujours à 80 prêt valeur totale. Donc, si l'immeuble ne peut pas nous le donner, on va aller chercher sur d'autres immeubles que vous pourriez avoir. Si vous n'avez pas d'autres immeubles, peut-être un autre endosseur qui a des garanties immobilières possibles. Mais si on respecte pas ce ratio de 80 dette valeur totale, c'est difficile, très difficile d'aller de l'avant. Donc, on peut mettre en garantie les immeubles, on peut mettre également les actions en garantie. Si on embarque, si on met les actions sous écrou, oui, on prend les actions en garantie. Après l'évaluation, on doit avoir des évidences que des meubles vont valoir plus après l'optimisation. Les évidences, souvent, l'évaluateur agréé va donner une estimée une fois l'optimisation faite, il va donner un estimé de ce que serait la valeur une fois cette optimisation-là complétée. Alors, à partir de ça, nous autres, on va embarquer dans le capital action, on va prendre des actions ordinaires votantes en garantie avec un contrat de dépossession s'il y a un défaut de paiement. OK. Ça, j'imagine que, Jacques, tu vas expliquer ça dans la formation. M. Lépine donne une formation sur comment devenir prêteur privé avec l'argent des autres. J'imagine qu'il va toucher le volet également d'emprunt à des prêteurs privés. Oui. Tu donnes une formation, je crois, le 26 mai de ton côté. Et c'est bien ça, le 26 mai, Jacques? Oui, le dernier samedi de mai. Oui, OK. Puis également le 15 mai via le club. Via le club, oui. Via le club le 15 mai et avec Société de crédit au Québec, je crois que c'est le 26 ou le 29 mai, ça sera à vérifier. Je pense que c'est le 29, je vais aller voir tout de suite. Oui, pendant que tu vérifies ça, Jean-Philippe préparait la question de midi et une, mais avant ça, on vous rappelle de partager le live pour courir la chance de gagner des prix qu'on fait tirer à la fin. Entre autres, la formation qu'on vient de parler avec M. Lépine, donc une durée de 6 heures. On fait tirer également 250 de rabais applicables au coaching. Donc, il y a moyen de joindre le groupe de coaching le 21 mai prochain lors du cours 3 et d'écouter les cours 1 et 2 qui ont déjà été enregistrés. Donc, on ne perd pas la matière. Et on fait tirer également 50 de rabais sur une formation à la carte. Et voilà. Donc, Martin Cardinal posait la question, j'ai une PA sur un immeuble. Je veux convertir en plex ou condo. Est-ce que le prêteur privé peut m'aider à faire l'achat et les rénovations? Oui. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour nous autres, c'est un immeuble. Alors, au lieu d'avoir un cadastre, on va s'avancer avec plusieurs cadastres. Donc, pour nous, c'est la même garantie. Il faut donner l'autorisation pour la modification cadastrale. Mais en autant qu'on a notre garantie hypothécaire sur chacun des cadastres, on est correct. OK. Excellent. Hey, JP, tu ne te gênes pas pour bonifier ou pour intervenir. Là, je sais que tu es en régie puis tu travailles fort, là, mais si jamais tu as le goût de participer oralement, tu peux le faire. Hein? Ouais, je te regarde de la passerelle, là. Je regarde travailler. Ben, je vais y aller tout de suite d'une question dans ce cas-là, pendant que j'ai le micro. Jacques, on parlait de division en condo et autres. Construction neuve, est-ce que c'est quelque chose que tu touches, Jacques? Non, on n'est pas friand à la construction neuve. C'est beaucoup plus de gestion. Et à cause des hypothèques légales de construction éventuelles. Donc, on n'est pas équipé pour ça.
OK. On a Martin Gingras, Jacques, qui pose la question. Est-ce qu'on peut rembourser le prêteur privé après avoir optimisé avec une nouvelle hypothèque SCHL? Donc, quelqu'un achète un prêteur privé, optimise pour financer SCHL? Oui, c'est le but. C'est le but de nous autres, en tout cas, de notre entreprise. La plupart des prêteurs privés aussi. Alors, c'est une assistance qu'on vous donne le temps que vous fassiez votre optimisation. Mais dès que l'optimisation est faite, débarrassez-vous de nous le plus vite possible. Sinon, on va hypothéquer une grosse partie de vos profits. OK, good. Évidemment, c'est du court terme prêteur privé, on a compris ça. Si je peux bonifier justement, Jacques, mais avec les nouvelles règles SCHL qui causent des problèmes au niveau des retraits d'équité, je sais qu'on a eu des discussions parce qu'on a eu quelques projets évidemment ensemble. Jacques, est-ce que ça dérange au niveau de la SCHL ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé à ce niveau-là au niveau des retraits d'équité? À date, on ne l'a pas vécu. Okay. Avec les retraits d'équité, même si la SCHL le dit, à date, on n'a pas eu aucun trouble avec ça. Les gens étaient capables de nous rembourser à partir du refinancement. OK, parfait. Yvan, de retour. Mais c'était surveillé de près parce que la SCHL change leur règle du jeu assez fréquemment depuis une couple d'années. Mais là, actuellement, malgré qu'ils disent ça, tous les gens ont été capables de nous rembourser immédiatement. Oh, intéressant. Donc, Robert Gaucher, on te salue. On regarde ta question en banque. Si jamais il n'y a pas de questions sur les prêts privés, on pourra revenir sur toi avec ta question plus tard. Mario Montmini, on te salue. Une question de Flora. Donc, Flora ou Nounou, est-ce qu'on peut prendre un prêt privé en groupe? Je comprends mal la question. Un prêt privé en groupe. Ben, j'imagine qu'ils sont 2, 3, puis oui. emprunter. L'autre, ça ne change rien. On prend une hypothèque sur l'immeuble et on demande les cautions de chacun des individus qui seraient dans un groupe. OK. Je risque de parler à Yvan, je cherche la prochaine question. Jacques, résidence pour personnes âgées, là, on regarde un peu tous les types d'investissements, mais résidence pour personnes âgées, n'as-tu fait ou avez-vous des désirs d'en faire? J'en fais déjà 3 et j'en ferai pas 4. Oh, OK. Ben, le problème, c'est pas, il me paye très bien, c'est le même individu sur qui j'ai fait 3 prêts. Il me paye très bien, mais le problème, c'est de refinancer. Alors, c'est très difficile de financer les résidences personnes âgées. Donc, quelle est la porte de sortie? Moi, il me paye très bien. Il y en a, ça fait 3 ans qu'il me paye 15% par année et 3% de frais de dossier renouvelables à chaque année. Notre produit n'est pas fait pour ce genre de financement-là, mais lui, ça fait son affaire parce qu'il n'est pas capable de financer ailleurs. Mais où ça fait moins mon affaire, si un jour je veux être remboursé, comment est-ce qu'il va faire pour me rembourser? Alors, le seul remboursement possible, c'est quasiment la vente de l'immeuble ou de l'entreprise à quelqu'un d'autre qui va arriver avec son propre financement. Donc, je considère qu'actuellement, avec 3 résidences, environ 2 millions de prêtés là-dessus, c'est suffisant. Par contre, il me paye très bien. J'ai aucun mot à dire. Il paye très bien ses intérêts à tous les mois. Ça me fait penser à quelque chose, Jacques. Tu sais, si quelqu'un va te voir parce que, je sais pas, il veut faire un flip ou il veut... c'est ça, il veut faire un flip, par exemple, mais la banque ne veut pas le financer. Ou il y a un mauvais crédit, par exemple, la banque ne veut pas le financer, fait qu'il va voir M. Lépine pour du financement. Est-ce que toi, tu vérifies ou tu t'assures que la personne est capable de refinancer une fois que le travail est fait? Oui. On regarde toujours la porte de sortie. S'il n'y a pas de porte de sortie, j'embarque pas là-dedans. Tu sais, notre but, nous autres, ce n'est pas de reprendre les immeubles. Il y en a peut-être que c'est leur but, mais pas nous autres. On ne veut pas reprendre les immeubles, on veut avoir notre argent. On prend les immeubles en garantie au cas où, mais s'il n'y a pas de porte de sortie, s'il n'y a aucun moyen, je n'embarquerai pas parce que je vais lui rendre service à court terme, mais passer une année, ils ne sont pas capables de me rembourser. Et s'il y a de la misère à me payer en plus, donc on va aller en préavis d'exercice pour reprendre l'immeuble. Ce n'est pas quelque chose qu'on favorise. Oh. Je bonifie Jacques là-dessus parce que tu parlais de préavis d'exercice pour évidemment avoir coaché au club pour quelques années maintenant. On a souvent la perception des prêteurs privés comme c'est le pawn shop du coin où est-ce que tu vas déposer ta guitare, où est-ce que on a la personne là, c'est ça, la personne du coin, mais en réalité c'est pas du tout le cas. Là, ce qu'on donne comme exemple évidemment avec toi Jacques, qui sont des hommes d'affaires, souvent semi-retraités, qui vont venir placer leur argent. Mais je pense que c'était bon de souligner aussi que prêteur privé ou non, les règles de repossession sont les mêmes, hein? Banque ou prêteur privé. C'est exactement la même chose. C'est la loi des banques canadiennes qu'on est obligé de suivre. Et face aux prêts hypothécaires,
on n'a pas le choix. On suit les réglementations là-dessus. Donc, c'est le préavis d'exercice ou rétrocession volontaire. Et après le préavis d'exercice, c'est des procédures de cours normales, comme on vit dans le domaine bancaire. Il n'y a aucune exception là-dessus. Quand tu parles de reprise, Jacques, je suis curieux, puis tu me répondras si tu veux, là, mais depuis 2016, est-ce que tu as eu à en reprendre? Zéro. Depuis 2016 que j'ai fondé l'entreprise Société de crédit au Québec, mais je fais du prêt hypothécaire depuis une vingtaine d'années. Et heureusement, je n'ai jamais eu à reprendre aucun immeuble. Bon, ben ça, c'est bon signe. C'est bon signe. J'ai aidé les gens, au lieu de sauter dessus et de profiter de l'occasion, je les ai plutôt aidés à passer à travers. Dans certains cas, j'ai fait des allègements d'intérêt, mais on capitalisait une certaine différence d'intérêt. Ça m'amène à un point, les amis, tu sais, à marcher par référence dans les prêteurs privés, parce qu'ils ne sont pas toutes clean et pas toutes la même conscience que M. Lépine. Oui, il faut faire très attention. C'est une jungle. Hein? Ce n'est pas régi par aucune, ou à peu près. Il y a peut-être le Office de protection du consommateur qui est régi lorsqu'on prête à des particuliers. Mais lorsque c'est pour des immeubles, le propriétaire revenu, il n'y a pas grande législation là-dessus, aucun contrôle. Donc, il y a beaucoup de prêteurs privés que leur but numéro 1, c'est de reprendre. Alors, faites attention. Je vous dis, faites attention. C'est une certaine jungle. Puis posez des questions. Il vaut mieux le savoir avant d'embarquer que de découvrir des surprises après, parce qu'il peut y avoir beaucoup de frais cachés, frais de fermeture de dossier, minimum 6 mois, 3 mois d'intérêt de pénalité. Et méfiez-vous aussi dans les clauses de défaut. Y a-t-il possibilité de remédier à un défaut? Alors, dans certains prêteurs privés, dans cette clause-là, dans la clause de défaut, il n'y a aucune possibilité. Donc, la seule possibilité, c'est le préavis d'exercice et la reprise bancaire. Donc, c'est un peu volontaire de leur part. Ils savent à l'avance que vous allez avoir de la difficulté à un certain moment donné. Ils font le prêt pareil, mais ils ramassent l'équité. Ils vont reprendre la bâtisse, puis ils vont garder le profit. Donc, faites attention. Soyez avisés. Excellent. Good. Pendant que tu prépares la question de Jean-Philippe B. Perrault à 12h07, juste rappeler aux gens qu'on a 2 nouveautés au club. Donc, on a l'immobilier au féminin, donc ou les femmes en immobilier. Ça a plusieurs formes, plusieurs titres, mais soyez bienvenus, mesdames. On a déjà pris 2 questions là, de Flora et Hélène, donc on vous invite à inviter d'autres femmes parce qu'ils ont autant leur place que les hommes dans ce monde immobilier-là. Et on a également le e-mag, donc le e-magazine qui va paraître en septembre. Donc, si vous connaissez des gens qui veulent se publiciser, qui veulent rejoindre des clients cibles, donc ils peuvent passer par le réseau du club, on vous invite à les référer à mag@clubimmobilier.ca. Donc, Jean-Philippe posait la question, est-ce qu'il y a du prêt privé pour du commercial, par exemple des bureaux? Et si oui, quelles sont les modalités? Est-ce qu'elles sont différentes? Elles ne sont pas vraiment différentes, mais on privilégie beaucoup plus les actions sous écrou, hein, la dépossession des actions lorsqu'on va dans le commercial. On en fait quelques-uns, ça va très bien là aussi, mais vous savez, le processus de reprise bancaire est très long. Hein, 60 jours de préavis, et après ça, les délais de cours. Le délai que l'avocat, le temps qu'on lui transmette le dossier, le temps qu'il envoie les avis, ça peut prendre un mois, plus attendre la cour et le jugement et les oppositions. Donc, on privilégie beaucoup la dépossession des actions, qui, elle, est beaucoup plus rapide. C'est un contrat qui est signé entre l'emprunteur et entre les 2 actionnaires parce qu'on devient investisseur avec vous. Donc, on rentre dans la convention des actionnaires. Donc, il y a une convention de prêt privé, de dépossession des actions, et là, le délai est plus court, c'est 30 jours. Si après 30 jours, tu n'as pas remédié au défaut, les actions nous appartiennent et indirectement, l'immeuble nous appartient aussi. Mais pour répondre à la question, oui, on va dans le commercial. Okay. Mais toujours avec les mêmes évidences de refinancement. On ne veut pas vous embarquer dans du 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va vous coûter trop cher. Remarquez bien, nous autres, ça nous fait plaisir, si vous nous gardez 3 ans, ça nous fait plaisir de recevoir 15% annuellement. Mais je n'aurais pas l'impression de vous rendre un gros service parce qu'à 15% par année, ça chiffre très, très rapidement. OK, good. L'autre, je ne sais pas si j'ai bien saisi la question, mais tu pourras voir, Jacques, de ton côté. Lynn Fan à 12h07, quel est le montant minimum à investir pour devenir prêteur privé avec une compagnie établie comme celle de M. Lépine? Dans notre cas, c'est minimum 100 000. Chaque participation est de 50 000, mais il y a une participation minimale de 2.
donc 100 000 et après ça, des multiples de 50 000. Sauf qu'il faut, pour investir avec nous, il faut être ce qu'on appelle des investisseurs qualifiés selon les normes de l'AMF. Un investisseur qualifié, selon eux, doit gagner 200 000 et plus par année depuis les 2 dernières années, ou 300 000 en couple, ou avoir un avoir net investissable de 1 million. Si vous ne rencontrez pas ces deux qualifications, une des 2 qualifications, on ne peut pas prendre des gens avec nous. Donc, en résumé, c'est pas si simple que ça de trouver des investisseurs. Parce qu'on sait très bien qu'au Québec, ceux qui gagnent 200 000 et plus par année, ça représente à peu près 2 de la population. Et sur ce 2 de la population-là, c'est pas tout le monde qui est intéressé à l'immobilier et c'est pas tout le monde qui est intéressé au prêt privé. Donc, ça restreint beaucoup le marché. Mais il y en a. On en trouve. OK. Hey, JP, toujours là? Toujours là, toujours en régie. Excuse-moi, JP, j'ai vu passer une petite question de Nicolas Lapointe. Prenez-vous un 2e rang en Floride? Actuellement, non. On prend des hypothèques sur un bien ici. Sauf que d'ici 1 an, on est en train de faire un développement, puis on va faire des prêts directement de la Floride. Comme on est en train de s'organiser pour la France actuellement, par le biais de la Martinique. J'ai trouvé une méthode, j'ai consulté un avocat français et on va faire des prêts en Martinique à partir d'investissements de la Martinique, des gens qui vont investir avec nous, et on va pouvoir faire des prêts en dépossession des actions. Et la Floride, on travaille là-dessus aussi. Wow, cool. C'est le fun, ça. Puis, écoute, Jacques, il y avait une question aussi qu'on posait. Est-ce que la banque, au niveau du refinancement, est-ce que ça va déranger qu'on ait fait un prêt initial avec un prêteur privé? Est-ce que la banque va être réticente à nous prêter par la suite? Non, pas du tout, parce qu'elle y va sur la nouvelle valeur. Et n'oubliez jamais que les banques ont besoin de faire des prêts. Hein. Si les banques ne font pas de prêts, ils ne font pas de revenus. Ben, c'est-à-dire qu'ils ont toujours les frais bancaires, mais le principal revenu d'une institution financière, ce sont les prêts. Donc, ils doivent suivre leur red tape, leur façon de faire, qui vont sur la valeur économique. Donc, si on va dans une optimisation d'immeubles, on va faire créer une nouvelle valeur économique qui va permettre de refinancer et de rembourser le prêteur privé. Le seul problématique, c'est le délai. Si vous êtes un nouveau, probablement que la banque va refuser de vous refinancer avant 9 à 12 mois. Mais si vous êtes déjà un habitué de la banque, un bon client, ils en font moins de cas. Ça, je parle avec preuve à l'appui. Jacques, dans les premiers cours que j'ai suivis avec toi, je me souvenais de quelque chose qui m'avait marqué. Ils disent, on se présente à la banque, on a une page où est-ce que là, ils suivent le red tape, comme tu as dit, où est-ce qu'on a toutes les informations. Puis ensuite, on tourne la page, puis de l'autre côté de la page, il était prédit de l'argent. C'est ça. C'est encore vrai. C'est encore vrai. Ça m'avait marqué. Yvan, de retour à toi. On va aller à 12h15. J'en ai souhaité quelques-unes. On pourra revenir tantôt là, parce qu'il y en a qui ont déjà été répondus en début de live. C'est peut-être des gens qui ont joint plus tard. Là. Fait que, Michel Leroy, à part les frais d'entrée de 3 et les frais d'intérêt de 15 y a-t-il des frais d'avocat ou autres requis à ajouter? Et qui rédige les contrats? Est-ce que c'est un notaire? Bon, évidemment, oui. Si c'est une hypothèque de 1er ou 2e rang, c'est le notaire qui va rédiger le contrat. Si c'est une dépossession d'actions, ben, il va y avoir un notaire qui va intervenir pour faire la transaction et il y aura un avocat qui va intervenir pour faire la préparation du contrat de dépossession. Peut-être que certains notaires peuvent offrir ce service-là, mais à date, j'ai travaillé avec la firme de Maître Richard Daveau, Fodago. Alors, eux sont habitués de le faire, donc ça se fait en un tour de main. Évidemment, je ne vais pas faire une dépossession d'actions pour une maison de 100 000 $. Parce qu'une dépossession d'actions, on peut s'attendre à payer 8 à 10 000 $ de frais. De frais de notaire, frais d'avocat, pour construire la convention de dépossession et la convention des actionnaire. Donc, même nous, si quelqu'un me dit « Ah oui, prête-moi pour une petite transaction », je vais dire « Non, ça va te coûter trop cher. » Alors, il faut considérer ça dans votre coût d'acquisition. Mais si tu fais $1 million de profit en plus-value, tu peux te permettre de dépenser peut-être un 8 à 10 000 en frais d'avocat et de notaire et 50 60 000 en frais d'intérêt. Il va quand même t'en rester considérablement. Oui, il faut regarder ce qui reste au bout et non ce que le prêteur privé fait. C'est ça. On a Alex Vanet, mais je vais prendre la deuxième portion de sa question qui était le coût minimum d'emprunt, pas le coût, mettons, pas le montant qu'on prête à la Société Immo-Crédit Québec, mais d'emprunt. On est en emprunteur. C'est quoi le montant minimum?
L'analyse du dossier ne coûte rien, là. Quand tu fais une demande chez nous, je ne te charge pas de montant. Lorsque je t'émets une lettre d'intention, je te demande un dépôt de 500 $ tout simplement. Et si tu changes d'idée, ben, on garde le 500. Mais si tu ne changes pas d'idée, le 500 est applicable sur le 3 % de frais de dossier. OK. Ouais, il faut juste, pendant qu'Yvan, tu regardes les questions aussi, tu sais, je pense que Jacques, c'est une super belle présentation. Aujourd'hui, il faut comprendre que le prêteur privé est un outil dans la boîte d'outils des investisseurs immobiliers. Donc, je vois beaucoup de questions. Les gens s'inquiètent des banques, là, mais pas du tout, là, quand on achète au privé, là, puis actuellement, j'en ai un projet qui est au privé. Les banques s'en sont au courant. Ils sont conscients qu'ils sont non compétitives au départ. Donc, on a des bâtiments qui sont vacants, on peut avoir des bâtiments dans lesquels il y a des décontaminations à faire, où il y a des augmentations de revenus à faire. Et les banques savent qu'ils sont non compétitifs. Donc, on se tourne vers des hommes d'affaires, par exemple, comme Jacques, qui peuvent voir évidemment autre chose que juste les revenus du bâtiment, puis voir le potentiel et embarquer dans ce projet-là. Et oui, le prêteur privé va faire de l'argent, vous allez faire de l'argent. Donc, c'est une situation gagnant-gagnant. C'est un outil parmi la boîte à outils à utiliser. Puis tu l'as si bien dit, Jacques, c'est ce qui vend aussi. C'est ce qui reste au bout. Donc, ça nous permet justement d'embarquer dans des projets où est-ce que les banques sont non compétitives et sont au courant. Donc, des fois, même, je prépare les banques d'avance. Je les appelle 3 mois d'avance. Je dis, regarde, moi, en ce moment, je suis sur un privé. Voici où est-ce que je m'en vais. Puis, on commence à préparer les documents. Puis, le banquier, il est prêt à embarquer. Là. Donc, je ne suis pas sûr que tu voulais bonifier là-dessus. Mais... Oui. Il faut regarder, c'est un ensemble. Le prêteur privé va te permettre de faire la transaction. Alors, arrêtez de vous bloquer sur le taux d'intérêt du prêteur privé. Si tu as X montant de profit à faire en bout de ligne et que le prêt privé, même s'il va te chercher un 30, 40, 50 000, évidemment, je ne peux pas dire de chiffre précis tant que je n'ai pas le montant, mais s'il va te chercher une somme d'argent, regarde ce qui va te rester. Sans ça, tu ne l'auras pas. Il ne va rien te rester, tu ne le feras pas. Fait que, ça fait partie de l'ouverture d'esprit. On travaille en équipe, on travaille en organisation et on fait partie de cette équipe-là. C'est un moyen. Je ne vous dis pas de nous prendre à 100% des cas. Si vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin. Et je ne veux pas jouer à l'indépendant. Je ne suis pas indépendant du tout, mais tu sais, mon but, encore là, je continue dans la philosophie que quand j'ai fondé le club, c'était d'aider les gens. Donc, j'ai aidé les gens, puis je pense que Yvan et Jean-Philippe continuent très bien la vocation d'aider les gens. Et là, ben, je fais la même chose. J'aide des gens à faire des transactions immobilières. Évidemment, je ne le fais pas gratuitement. Comme le club, on ne le fait pas gratuitement, mais on aide. Les preuves sont là. On a formé combien de millionnaires dans le club. Et là, ben, j'aide des gens actuellement qui font des millions sous mon nez, là. Et là, je ne suis pas jaloux. Je suis très heureux. Moi, il me donne mon 15 %, il me donne mon 3 % de frais de dossier. Moi, il va me rester 50 000. Lui, il vient de faire 1 million sous mon nez. Ben, bravo. Je suis très content de ça. Et ça fait partie de ma philosophie d'entraider et de tirer mon profit en même temps aussi lors de toutes ces transactions. Très bien dit. Yvan, de retour à toi. Oui, j'ai accroché sur, tantôt tu parlais d'une équipe, là, tu fais partie de l'équipe et tout. Est-ce que dans la façon de faire, est-ce que tu fais affaire avec des courtiers hypothécaires qui te réfèrent des gens, donc est-ce qu'ils font partie de ton équipe? Est-ce que tu as des courtiers qui font partie de ton équipe? Actuellement, non. Je n'ai pas personne de courtiers qui vont référer. Parce qu'ils me demandent, il y en a quelques-uns qui m'ont demandé, ils demandent une partie du 3 %. Mais vous savez, nous autres, de notre façon de procéder, il me reste un pourcentage de profit. Donc, si je le dilapide trop, je vais travailler pour pas que ça en vaille la peine. Alors oui, je vais aider, mais je veux qu'il me reste quelque chose à moi aussi. Mais il y a des courtiers qui pourraient m'approcher, puis ils s'organisent avec leurs clients, ils leur chargent un frais à eux pour avoir trouvé un prêteur privé, mais c'est complètement en dehors de ce que nous, on peut charger. Mais les courtiers sont tous bienvenus. S'ils veulent me référer des clients, il n'y a pas de problème. On va les analyser, mais ça sera clair entre eux et nous. Yes. Good. J'ai spoté une question midi et 16 qui est un petit peu générale, mais quand même, Richard, Jacques va pouvoir développer. C'est Rima Jabot qui dit « Prêt privé au personnel ou via compagnie, avantages et désavantages? » Ben, évidemment, je ne veux pas m'embarquer dans la fiscalité, mais ça va dépendre de ta structure de détention. Tu sais, à la base, si tu ne fais pas de spéculation, ben, je pense que c'est préférable d'acheter en ton nom personnel tant aussi longtemps que tu possèdes des immeubles. Il ne peut pas t'arriver de poursuite pour vice caché pour avoir vendu. Et la fiscalité va être complètement différente. Alors,
Ça nécessite une planification et c'est pas le but de cette intervention-là ce midi, mais demandez à votre avocat, votre fiscaliste principalement, Maître Richard Damour donne de très bons conseils là-dessus. Et ne jamais oublier qu'une corporation, il y a double imposition. La corporation va payer de l'impôt et si vous retirez un dividende, vous allez repayer de l'impôt. Donc, le total, en bout de ligne, peut revenir plus cher que si c'est en votre nom personnel. Mais par contre, je ne veux pas m'embarquer dans ce terrain de fiscalité-là parce que c'est très particulier d'un individu à l'autre selon vos situations privées ou personnelles. Okay, merci Jacques. Donc, toujours 200 personnes quand même à ce lunch immobilier. Merci d'être là en grand nombre. On vous rappelle un dernier blitz pour partager, dans le fond, le live et courir la chance de gagner les 3 prix qu'on fait tirer à la fin, qui sont la formation « Comment devenir prêteur privé avec l'argent des autres » donnée par M. Lépine le 15 mai via le club et le 29 mai via la Société de crédit IMO Québec. 250 $ de rabais applicable au coaching qui a débuté, mais on peut joindre le groupe au cours 3 en prenant les cours 1 et 2 qui ont déjà été enregistrés, donc on ne perd pas de matière. Et 50 $ de rabais applicable à une formation à la carte de votre choix. On vous rappelle également d'être là le 20 mai prochain, donc la semaine prochaine. On va avoir notre réseautage virtuel mensuel. Donc, on vous invite à être là en grand nombre et vous allez voir, très intéressant. On a des salons thématiques avec des experts dans chacun des salons. Donc, on peut choisir à quel endroit on va échanger, apprendre, partager. Donc, soyez là en grand nombre le 20 mai prochain à 19h. OK, JP, on avait quoi comme question? Ben, pour être honnête, je pense qu'on a pas mal passé les questions sur le prêt privé pour l'instant. Il y avait une question de REER, une affaire de REER à 12h34. Oh, oui, REER, ça pourrait être intéressant. Prêt privé REER, est-ce qu'on peut... ici, on en a fait aussi. Il y avait la TD qui le faisait au Québec, mais ils ont arrêté de le faire, probablement parce que c'était pas suffisamment rentable pour eux. Ça se fait dans le reste du Canada. Le B2BC Trust, qui est une division de la Banque Laurentienne. Et il y a d'autres banques, on peut transférer nos REER dans ces institutions-là et faire du prêt privé. Mais généralement, c'est dans la province où on est situé qu'on peut les faire. Donc, ici au Québec, la loi de l'impôt l'autorise à le faire, mais il n'y a aucune banque qui accepte de le faire. Donc, c'est comme si on ne pouvait pas le faire. À moins que récemment, ça ait changé, là, mais je ne pense pas. Ben, je pense que ça se fait pour les 4 logements et moins, quand le prêt est assuré SCHL. Oui, mais quand tu te prêtes à toi. Ouais. Quand tu te prêtes à toi, selon les normes de la SCHL, selon les mêmes calculs de la SCHL, tu peux prendre ton REER. Mais la question, c'était pas ça. C'est no arm's length. Okay. Sans lien. Excellent. Moi, j'aurais une question de mon cru. Des questions à poser aux prêteurs privés, à part l'ouverture de dossier, taux d'intérêt, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question aux prêteurs là, pour s'assurer qu'on est bien aligné? Ben, le prêteur privé, selon moi, il y a une responsabilité de bien guider son client. Alors, moi, je guide mes clients. J'analyse, il m'envoie ses documents, et si je refuse de faire le prêt, ben, je lui dis carrément, fais attention, je ne suis pas sûr que tu fais une bonne transaction. Il ne suffit pas d'acheter juste pour acheter. On joue avec des milliers de dollars, on a quand même un certain risque. Et si, avec toute mon expérience, si je refuse de prêter, alors pose-toi des questions. Alors, posez donc les mêmes questions à d'autres prêteurs privés. Achèteriez-vous cet immeuble-là? Aussi simple que ça. Parce que selon moi, un prêteur privé est aussi un assistant et un conseiller. Je ne veux pas faire des prêts juste pour faire des prêts. Je fais des prêts pour que ça rapporte quelque chose. Et plus je travaille comme ça, je pense que ma feuille de route est bonne. J'ai aucune reprise. Donc, c'est parce que je fais bien mon travail, je conseille bien les gens. Et si je faisais juste des prêts pour faire des prêts pour ramasser, bien évidemment, je ramasserais beaucoup plus. Oui, je ferais plus d'argent, mais c'est pas ça. Je n'ai pas le goût de faire ce type. La réputation aussi, elle sera entachée. Là. Oui, ça entache la réputation. La réputation est sans entache actuellement, puis je vais la garder jusqu'au dernier jour. Yes. Moi, j'aurais une question à te poser si j'étais un emprunteur. Est-ce que tu finances des flips à 100% plus travaux? C'est arrivé, je l'ai fait. C'est toujours du cas par cas. Et je vous dis toujours, ça dépend de la situation de l'individu, la réputation. Et évidemment, l'expérience que j'ai des clients dans le club. Ben 100% de mes clients viennent du club actuellement, étant donné que je suis assez connu dans le club. Alors, tu sais, la crédibilité se construit, la confiance se construit
Alors, à prime abord, si je ne te connais pas, je voyais les bails de bas, comme Jean-Philippe disait tout à l'heure. Il y a la page 1 où on décrit toutes les conditions d'un prêt. Et lorsque tu es bien connu, que ta réputation est bien construite avec moi, vous avez la page 1A qui dit prêt-y. Fait que ça peut arriver que je vais financer 100%, ou je vais demander des garanties ailleurs, je vais toujours demander des cautions personnelles. Mais tu sais, je suis toujours dans une orientation d'assister pour que la personne fasse une transaction et ne se pète pas la gueule. Si elle se pète la gueule, je ne veux pas laisser de mes plumes à moi non plus. Et tu sais, reprendre un immeuble, c'est jamais pour moi, c'est jamais agréable. Et il y a des types de prêts qu'on ne fait pas. Les gens qui sont en préavis d'exercice, des individus, des maisons, qui là, ils sont de bonne foi, OK, prêtez-moi 50 000, ça va régler tous mes problèmes. Je ne vais pas dans ça parce que, à la limite, je vais reprendre sa maison, je vais être obligé de mettre la famille dans la rue. Et ça ne fait pas partie de mes valeurs, de mettre une famille dans la rue pour gagner de l'argent. Alors, je ne fais pas n'importe quel prêt, n'importe quelle condition. C'est bien. Puis, est-ce que tu fais des prêts ballons? C'est l'équivalent d'un prêt ballon. Lorsque l'équité est suffisante, je rajoute les intérêts sur le prêt et il n'y a pas à payer les intérêts pendant ce temps-là. Donc, c'est l'équivalent il n'y a pas de paiement, mais je le rajoute immédiatement sur le prêt. Donc, exemple, s'il emprunte 100 000, je peux y prêter 115 000. Je vais enregistrer 115 000, je vais débourser juste 100 000. Donc, c'est l'équivalent d'un prêt ballon. OK. C'est enregistré sur l'hypothèque immédiatement. Excellent. JP, t'avais-tu une question pour Jacques? Non, ben là, j'y allais plus hors prêteur privé, Jacques, parce que je pense qu'on avait fait pas mal le tour. Il y avait des stratégies pour sauver de l'impôt en prêt privé. Y avait-tu quelque chose que tu pensais, Jacques, un petit truc? Ou... Ben, il n'y en a pas, en prêt privé. Les intérêts sont déductibles d'impôt. Ouais. Sauf qu'il faut faire attention, lorsqu'on va en dépossession des actions, qu'on rentre dans le capital action, ce que vous nous versez, c'est des dividendes et non pas des intérêts. Donc, les dividendes sont déboursés après impôt payé par la compagnie. Donc, autrement dit, ce que vous me versez n'est pas déductible d'impôt. Encore une raison supplémentaire que le prêt dure le plus court terme possible. Mais du point de vue impôt, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de déduire des intérêts que vous payez, que ce soit un prêteur privé ou une banque, si les intérêts deviennent déductibles, une dépense d'opération. Parfait. Fait que là, ça m'amenait à ma suite. Jacques, tu sais, midi 40, je sais que là, allez-y si vous avez d'autres questions de prêt privé, mais je pense honnêtement qu'on avait fait pas mal le tour. J'y allais plus pour ta sagesse. Je sais que tu es très apprécié pour tes perspectives de marché. On parle de ton augmentation de taux, TGA. Je suis toujours curieux d'avoir ta boule de cristal, Jacques, là-dessus. Ben, ma boule de cristal, je ne veux pas épeurer ou décourager personne, mais il y a des observations que quand tu vois aujourd'hui un taux de capitalisation à 3,5 %, elle est où la logique mathématique? Fait que le seul potentiel, lorsque tu achètes dans de telles conditions, c'est que ton immeuble est vraiment offre vraiment un fort potentiel d'optimisation, comme tu fais, Jean-Philippe. On va acheter un taux de capitalisation de 3,5 %. Je vous jure que c'est hors norme, là. Il n'y a aucune rentabilité possible à moins de mettre un énorme comptant. Alors, la rentabilité, on va la chercher sur l'optimisation. Soyez prudents. Soyez prudents. Les taux d'intérêt, ils ne peuvent pas aller bien plus bas que ça. Je me répète depuis une couple d'années. Et avec le temps, c'est sûr que le temps va me donner raison. Il y a des taux d'intérêt vont se mettre à augmenter. Je ne penserai pas qu'ils augmentent drastiquement, à moins qu'on arrive avec une inflation extraordinaire, mais il y a tellement de composantes maintenant dans l'économie que les inflations, en tout cas, je parle du Canada et des États-Unis, les inflations sont assez contrôlables. Les pays en voie de développement, on voit qu'il y a des inflations de 100, 200, 300 % par année. Ça, je ne pense pas qu'on vive ça ici. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait vivre ça. Mais il reste que je vois que les gouvernements, avec la situation qu'on vient de vivre, les gouvernements s'embarquent financièrement de façon catastrophique. Et peut-être que nous, on ne paiera pas ça, mais il y a quelqu'un qui va payer la facture. Avec les déficits budgétaires, on emprunte de l'argent sur les générations futures. Donc, les générations futures, ben, ils ne sont pas conscients comme nous, parce qu'ils n'ont pas la tête à ça. Mais mon bébé qui a 1 an, qui a 15 mois, il va payer. Il va payer pour ce qui se passe aujourd'hui. Donc, les taux d'imposition sont appelés à augmenter. On va nous camoufler, on va augmenter les taxes, les TPS, les vécus. Il y
il n'y a pas des évasions fiscales, mais il y a des produits qui permettent de différer de l'impôt qui vont être imposés peut-être avant terme. Là. Je pense entre autres au REER. Peut-être qu'on va imposer ça, peut-être qu'on va avoir moins d'allégements fiscaux. Mais peu importe comment est-ce qu'on nomme ça, selon moi, c'est des augmentations de taxes et d'impôts. Et c'est inévitable lorsqu'on crée des déficits comme on... Et là, je ne juge pas aucun gouvernement, il n'y avait pas le choix que de réagir, mais il y a une facture à payer. Et le seul revenu d'un gouvernement, c'est des impositions. Les taxes et les impositions. C'est pas une entreprise. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des taux d'impôt supérieurs dans le futur ou que les abris fiscaux vont diminuer. Et on va aller chercher l'argent quelque part, directement ou indirectement. Et je me méfie aussi du taux d'intérêt, dès que l'intérêt repart. Et là, je ne sais pas ce qu'ils prennent leurs statistiques, mais on en a de l'inflation. Les principales inflations sont toujours dans la construction. Lorsqu'on regarde historiquement parlant, les inflations commençaient par la construction. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une grosse inflation immobilière. Le coût des matériaux, ça a doublé, ça a triplé dans certains cas. Je parlais avec un individu samedi, j'allais faire laver mon auto, puis l'individu m'a reconnu, il dit « Je suis plus capable d'avoir de trust ». Il veut construire, mais il est plus capable d'avoir de trust. C'est tout. Les carnets de commandes sont trop longs. Fait que, ça crée une inflation quelque part. Et dès qu'il y a une inflation, les premières réactions des banques centrales, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Là, il est très bas. Même si ça double, on va rester quand même assez bas. Mais doubler, c'est doubler quand même. Si on a une projection financière sur 1,5 %, puis on tombe à 3 à 4 %, alors il va y avoir un coût pour ça. Fait que moi, je suis de plus en plus prudent à accorder même des prêts pour optimisation. Qu'est-ce qui va se passer entre le temps où je débourse et le temps qu'il va vouloir refinancer? Si le taux d'intérêt a augmenté, il ne sera pas capable de refinancer aussi haut qu'il avait prévu. Et donc, il ne sera pas capable de me rembourser au complet. S'il n'est pas capable de me rembourser au complet, il devra continuer à me payer du 15 %. Sera-t-il capable de le faire? Donc, c'est toujours ma réflexion à chaque fois que je fais un prêt actuellement. Et c'est pour ça que j'aime bien les gens qui me remboursent rapidement. J'en ai un à Québec là, qui me rembourse, sans nommer de nom, mais il me rembourse généralement après 3 mois. Puis même, il est tellement efficace qu'il étire le temps. Il étire pas le temps, mais il sera capable de me rembourser à 2 mois. Puis là, je lui dis, écoute, laisse-moi le temps de faire quelques cents quand même. Oui, effectivement. Intéressant. Yvan, t'avais-tu une bonne question? Oui, il y a une question qui est rentrée. Comment, dans le fond, bien se préparer au processus de faire une demande à un prêteur privé pour s'assurer que le dossier va bien, qu'on obtienne un oui, mettons? Ben, c'est comme j'enseignais dans les cours et que j'enseigne toujours. Quand tu arrives, il faut voir un banquier, là. Arrive pas enquêteux, puis pas préparé. Plus tu vas arriver non préparé, moins tu vas me sécuriser, puis moins je vais avoir tendance à vouloir te prêter. Mais si tu m'arrives, puis tout ton dossier est prêt, et c'est pas dur. Pourquoi aller voir un banquier pour demander qu'est-ce qu'il a de besoin? Vous êtes dans l'immobilier, vous devriez le savoir. Actuellement, vous devriez savoir qu'est-ce que le banquier a de besoin. Mais moi, je suis pas un banquier, mais c'est la même chose qu'un banquier. Donc, si tu viens me voir et que tu n'as aucun document de prêt, ben regarde, tu viendras me voir, mais que tu sois prêt. Autrement dit, fais-moi pas perdre mon temps. Prépare ton dossier. Je suis bien prêt à te répondre à quelques questions, mais monte ton dossier et présente-moi tout ça d'un seul coup. Une fois que j'ai tout en main, 24 à 48 heures, je prends ma décision. Mais le problème que je rencontre, c'est que ça peut prendre un mois des fois avant que je reçoive tous les documents. Mais moi, plus c'est long, plus j'ai peur. Parce que c'est pas normal que tu saches pas qu'est-ce qu'un prêteur a de besoin. Et même toi, là, tu as besoin de tes rapports d'impôt. Il faut que ce soit fait. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ton bilan personnel, j'ai besoin de l'état de toute la liste de tous les immeubles que tu as, les coûts d'achat, les valeurs actuelles, les soldes hypothécaires, le montant hypothécaire au départ. Alors, c'est tous des documents de base que vous devriez être en mesure d'avoir. Les évaluations, les inspections en bâtiment, tout. Qu'est-ce qui est normal dans un financement hypothécaire, que ce soit bancaire ou privé? Ça me fait penser, est-ce que tu vas prêter si la personne n'a pas fait faire l'inspection? C'est déjà arrivé, mais c'est pas fort. Je ne vais pas trop loin là-dedans. Il y a besoin d'avoir une bonne expérience en immobilier pour que je dise oui. OK, good. OK, fait qu'un dernier spin sur le partage du live. Après, on fait tirer les prix. JP, as-tu dit quelque chose avant que je prépare la finale? Oui, ben je pense que tu l'as bien dit, genre préparation de documents, et il a l'air sérieux, il a l'air préparé.
on dit à la blague dans les cours, là, un bon scanner, là, d'envoyer les baux à une taille de fichier de 10 mégabits chaque, d'avoir un bon scanner, qu'on scanne du 8,5 par 14, d'être bien préparé dans ses dossiers. C'est un outil, hein, un bon scan. J'en ai un scan snap, là, c'est 5, 6, 7, je pense qu'on rendu à 800 $. Mais écoute, ça scanne 40 pages minutes, je perds pas de temps. Exactement. C'est un outil, ça fait partie de mon outil de base. C'est un bon système informatique, c'est une bonne imprimante, puis tu es en voiture. C'est un bon système de gestion de fichiers aussi, de partager. Bref, d'être bien structuré parce que si vous êtes mal structuré, vous allez être mal structuré dans votre projet. Donc, c'est tellement bien facile. Moi, j'appelle ça McDonaldiser son système. Là, je suis en train de McDonaldiser le mien, mais regardez, moi, j'ai passé, dans les derniers 6 mois, j'étais 1 mois au Mexique et 4 mois en Floride. Et ma business n'a pas ralenti du tout. J'ai opéré de la même façon parce que tout est dans mon ordinateur. Et scanner, ben c'est pas dur scanner un document. J'ai scanné une partie de l'hiver avec mon cellulaire. Je n'avais pas un scan assez rapide ou assez beau. Je prenais mon cellulaire, je scannais mes documents avec ça, puis ça fonctionnait très, très bien. Alors, les outils sont faciles à avoir. Il y en a de différents prix. Mais organisez-vous de la façon la plus parfaite possible au départ. Et vous allez voir tout le temps que vous allez sauver. Il n'y a pas 3000 façons de gérer une entreprise. La seule façon, c'est de bien la gérer. Et 95% des entreprises qui partent aujourd'hui vont être fermées dans 5 ans. La raison numéro 1, c'est la mauvaise gestion, mauvaise organisation. Alors, lisez le livre de Michael Gerber, le mythe de l'investisseur, et de E-Myth. Ça, c'est très, très frappant comme livre. Et il parle beaucoup là-dedans le technicien, le gestionnaire puis le visionnaire, l'entrepreneur visionnaire. Alors, c'est pas vrai qu'un technicien va être visionnaire et entrepreneur et gestionnaire. Et souvent, le technicien, il rêve d'avoir sa business à son compte, mais il se rend compte qu'il est un technicien, puis il rêve de retourner dans la technique lorsqu'il fait de la gestion, puis qu'il essaye d'être visionnaire. Mais les 3 ont besoin des 2 autres. Chacun a besoin des 2 autres. Alors, lisez ce livre-là, le E-Myth, le mythe entrepreneurial de Michael Gerber. On va le mettre, Yvan, si tu me permets, on va le mettre. Il a été dernièrement traduit en français en passant, il y a 1 an environ. Il a été longtemps en anglais. Là. Mais, moi, je tiens à bonne fille aussi. Je pense que c'est un des 3 meilleurs livres que j'ai lus dans ma vie. Ce livre-là, j'ai été le voir en conférence également. C'est complètement... il est très extraverti. Hein? Je l'ai vu, moi, en 1987. Mais le meilleur livre à acheter, c'est l'indépendance financière grâce à On est d'accord, mais ça, c'est dans une autre ligne. OK. Le deuxième, c'est comment faire des miracles avec des immeubles non rentables. Oui, exactement. Le livre au nom trop compliqué. Ouais, gars, les gens ont de la misère à les sortir, ce nom-là. Oui, il est difficile à lire. Transformer en opportunité des multilogements trop chers, je l'ai ici. Là. Ouais. Comment mettre un titre plus court que ça? Il fallait dire ce que ça disait. Oui, exactement. Mais c'est un excellent livre, comme les flips d'Yvan. J'ai toujours dit à Yvan, t'en mets trop, ça n'a pas de bon sens. Avec un livre de même, quelqu'un peut tout faire sans avoir à t'appeler une seule fois. Un excellent livre. Ouais. Et on continue à appeler pareil. Oui, c'est ce qu'il faut se dire. Que lorsqu'on écrit un livre, c'est d'en donner le plus possible. C'est ce qu'on a fait toute la gang dans nos livres. On était très généreux. Et ça fait partie du principe de base de Napoleon Hill. Hein. Plus tu vas aider les gens à réussir, plus tu vas réussir. C'est une philosophie que j'ai imputée dans le club et que vous continuez très bien. Ça nous revient. Hein. On donne. On donne tellement dans nos cours que les gens reviennent pour en suivre d'autres parce qu'ils sont convaincus qu'on donne des bonnes choses. Exact. Puis je voulais juste dire, il y a une belle préface aussi, le livre. Hein? Ah oui, c'est ça. Je suis en train de regarder les gagnants à l'instant. Donc, voyons, ça va passer où? Excusez. Ah, ici. Bon. Donc, avant d'annoncer les gagnants, quelques petites annonces. Puis après, je vais laisser le mot de la fin à Jean-Philippe et M. Lépine. On vous rappelle la semaine prochaine, donc QR avec moi et Jean-Philippe, question d'ordre général. Donc, on peut aller sur le site du club, clubimmobilier.ca. Sur la page Pose ta question, on peut poser des questions et on va piger là-dedans pour débuter le prochain live la semaine prochaine. On a notre réseautage le 20 mai prochain également. Soyez des nôtres avec plusieurs salons thématiques pour vous permettre d'apprendre selon vos désirs et vos besoins.
Ensuite, on a la formation avec M. Lépine le 15 mai prochain, comment devenir prêteur privé avec l'argent des autres, également le 29 mai. M. Lépine va la donner de son côté. On a tout savoir sur les masterminds le 1er juin également. Et le 5 juin, gagnez vos recours à la régie du logement ou au tribunal administratif du logement, qu'on l'appelle maintenant. Et dernière petite annonce, ceux qui veulent se publiciser, qui ont des services à offrir aux membres du club, on a quand même 35 000 membres, 65 000 fans Facebook, 6 000 sur LinkedIn. Donc, on va vous permettre de rejoindre notre réseau. Plus de 100 000 personnes ciblées, donc en annonçant dans le nouveau e-magazine qui va sortir au mois de septembre. Et on invite les femmes à joindre le groupe des femmes du club. Donc, gagnant et gagnante pour la formation des prêteurs privés le 15 mai prochain, Alex Vanet. J'ai vu quelques questions de Alex dans le chat, donc ça devrait être intéressé. Certificat cadeau de 50 $ applicable à une formation. Hélène Genet, bravo, félicitations. Et Stéphane Beausoleil se mérite 250 $ applicables au coaching qui débute en septembre. Donc, Yvan, avant que tu dises le mot de la fin, là, je vois Hélène Larose. Hélène Larose qui est une petite pointe humoristique. Lorsque je parlais de McDonaldiser le système, elle a dit on va appeler ça lépiniser son système. Yes, je l'avais vu tantôt. Merci Hélène. Oui, c'est un bon commentaire. JP, je laisse ce petit mot de la fin avec M. Lépine. Yes, bon, vraiment cool. Merci. Je suis toujours content de partager évidemment l'écran avec toi, d'avoir les gens, les primés pour la semaine. Puis évidemment, Jacques, qui a le plaisir de faire affaire avec Jacques et qui a le plaisir également de faire des lives comme ça puis avoir toute la sagesse. Que, voilà, c'est aussi sur le j'aime ça stimule ma passion encore plus. Alors, j'embarque. Vous savez, l'âge n'a pas d'importance. Hein? L'âge, c'est entre les deux oreilles, c'est juste un chiffre. Et tant que le mental continue, bien, je vous conseille de continuer. Beaucoup de gens étaient très critiques parce que j'avais eu un bébé à 71 ans, mais c'est la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. Alors, au lieu de passer ma vieillesse dans une résidence personne âgée à regarder qui sera plus là demain matin, bien, moi, j'ai tout l'espoir possible et imaginable avec mon jeune fils, qui, oui, physiquement, c'est très exigeant comparé à une vie de pépère, mais ça me garde actif physiquement. Et le fait de rester actif dans le financement, dans le club, je présente quand même 3 coachings sur 10, présent dans 3 coachings sur 10. Alors, gardez votre esprit, hein, gardez votre mental actif, ça retarde le vieillissement. On peut pas passer à côté du vieillissement, la mort fait partie de la vie, mais pas obligé d'être demain matin, on peut la retarder le plus vite possible en autant que ça demeure agréable. Et plus on est actif, plus c'est agréable, et principalement, rester actif mentalement, c'est ça qui est le principal. C'est ce que j'essaye d'appliquer, et ça semble marcher. Merci. Merci, Jacques, pour cette sagesse. Les gagnants, on vous rappelle de contacter le bureau, donc au 450-679-0265 pour réclamer vos prix. J'ai vu Alex poser la question dans le chat. Donc, merci à tous d'avoir été là. Quand même, plus de 200 personnes ont été présentes en simultané. Donc, soyez présents le 17 mai prochain. Donc, QR, questions et réponses d'ordre général lors du 68e lunch immobilier du club. Donc, c'est un rendez-vous. Merci. Merci. Bonjour tout le monde.